au Soudan, réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU, une analyse de l'escalade de la violence qui dure depuis bientôt 2 ans. Les détails dans ce journal. Forum international sur l'investissement, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye y prend part. Un cap sur la Turquie est prévu d'ici 48 heures pour le renforcement des relations bilatérales. C'est tout pour les titres. Bonjour et bienvenue au journal international de Tchad Info. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni le 28 octobre en urgence pour parler du Soudan et de l'escalade de la violence dans le pays. Depuis 1 an et demi, le pays est meurtri par une guerre qui voit s'opposer 2 généraux, anciens alliés aujourd'hui ennemis, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, et les paramilitaires des forces de soutien rapide de son ex-adjoint, le général Mohamed Hamdan Daglo. Après 18 mois de guerre, les Soudanais vivent un cauchemar après des milliers de morts et des déplacés et 25 millions de personnes qui ont besoin d'aide. Pour répondre à cette crise, le Conseil de sécurité s'est donc réuni en urgence lundi et cette fois en présence des représentants du Soudan qui n'a pas été nommé dans le programme officiel invité par la présidence suisse. Ce représentant du Soudan a rappelé l'importance des actions menées par l'armée soudanaise pour protéger ses civils face au conflit. Nous protégeons les civils qui se réfugient dans les zones où les forces armées soudanaises sont présentes et des témoins étrangers peuvent les confirmer. Plus que cela, nous combattons avec eux pour qu'ils se défendent face aux paramilitaires des FSR au Darfour. Ce soutien implique aussi de protéger les aides humanitaires que les milices tentent de piller. Nous faisons en sorte de faciliter l'acheminement des aides et nous assurons la protection à ceux qui en ont besoin. Le secrétaire général des Nations Unies exhorte les 2 parties à mettre fin au conflit et à rejoindre la table des négociations. Mais les combats sont de plus en plus violents. Au lieu de calmer les tensions, les actions militaires s'intensifient, estime Antonio Guterres. Nous sommes confrontés à la possibilité sérieuse que le conflit s'étende et déclenche l'instabilité régionale du Sahel à la Corne de l'Amérique et jusqu'à la mer Rouge. Nous devons agir sur le terrain. Antonio Guterres appelle à envoyer une force dite impartiale sur le terrain pour protéger les civils. Pour lui, le plus urgent est de faciliter et d'accélérer l'acheminement des aides humanitaires. Le conflit a déjà fait 11 millions de déplacés à plus de 750 000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire. Le président sénégalais est en Arabie Saoudite depuis ce dimanche 27 octobre. Bassirou Diomaye Faye a été invité par le roi Mohammed Ben Salman et participera au Future Investment Initiative Forum, un événement international consacré aux investissements et innovations à venir. Après un séjour de 4 jours, le chef de l'État sénégalais se rendra en Turquie pour une visite officielle prévue du 31 octobre au 2 novembre. Des visites pour affermir les liens entre ces pays et le Sénégal. C'est la première visite officielle en Arabie Saoudite pour le président Bassirou Diomaye Faye. Ce jour sera l'occasion, selon plusieurs sources, de lever tout différend supposé entre Riyad et Dakar. Quelques semaines après son élection, le président Diomaye Faye avait dénoncé un accord signé juste avant le départ du pouvoir par Macky Sall. Un accord de 700 millions d'euros qui prévoyait la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer. L'Arabie Saoudite et le Sénégal entretiennent des relations étroites. Chaque année, des milliers de pèlerins sénégalais voyagent à la Mecque et dirigeants et investisseurs de 2 pays se réunissent régulièrement dans le cadre d'une commission mixte. Après ce jour, le président sénégalais ira en Turquie pour une visite officielle de 3 jours avec qui Dakar entretient d'excellentes relations depuis plusieurs années. En 2023, des sauveteurs sénégalais s'étaient rendus dans le pays après le séisme qui avait dévasté la Turquie. À cela s'ajoutent des échanges commerciaux renforcés, multipliés par plus de 6 en seulement 15 ans. Plusieurs institutions turques sont présentes au Sénégal, telles l'Agence de coopération et de coordination ou la Fondation Marif, propriétaire de plusieurs établissements scolaires. La Turquie a également aidé dans la construction de l'aéroport international Blaise Diagne de Dakar.
En République démocratique du Congo, le Front commun pour le Congo de Joseph Kabila se dresse contre le projet de révision de la Constitution présenté par le président Félix Tshisekedi la semaine passée. Dans un communiqué diffusé dimanche 27 octobre au soir, la coalition de l'ancien président a appelé à faire barrage à la réforme via une mobilisation. Le camp de Joseph Kabila avait également voulu modifier la Constitution en 2015, y renonçant après l'indignation de la rue et de l'Église. En RDC, le Front commun pour le Congo oppose un non catégorique et cinglant au projet de révision de la Constitution et lance un appel à mobiliser le peuple congolais pour le faire échouer. Le peuple va se lever pour défendre ses droits, sa liberté et sa souveraineté, menace le FCC dans son communiqué publié dimanche soir. La semaine dernière, de passage à Kisangani, le président Félix Tshisekedi avait réaffirmé sa volonté d'une telle réforme et évoqué la mise en place en 2025 d'une commission d'experts dédiée. Mais le camp de son prédécesseur Joseph Kabila rejette les arguments avancés par le président Tshisekedi pour justifier son projet. La constitution de 2006 n'a pas été écrite à l'étranger par des étrangers comme l'a affirmé le chef de l'État, mais par des compatriotes représentant la diversité de la nation congolaise. Une machination politique, le FCC accuse le président de se livrer à une machination politique pour détourner l'attention de son incapacité à assurer la sécurité. Il estime qu'une réforme constituerait un danger pour la paix, l'unité et la stabilité du pays. En 2015, le camp de Joseph Kabila, alors au pouvoir, avait tenté de modifier cette même constitution, mais avait dû y renoncer sous la pression de l'Église, de la rue et de l'opposition. Au Cameroun, de nouvelles violences meurtrières ont éclaté à Bamenda, capitale de la région anglophone du nord-ouest du pays. Samedi 26 octobre, après la projection publique organisée par le parti au pouvoir d'un film documentaire sur le président Paul Biya, 2 habitants sont morts, tués par balle en fin de journée, et une élue municipale a été enlevée puis assassinée. Le corps sans vie de Frida Joko a été retrouvé aux premières heures du lundi dans le quartier Chumbo à Bamenda, dans le nord-ouest du Cameroun. La deuxième adjointe au maire de la commune de Bamenda 2 était portée disparue depuis samedi soir. Militante active du parti au pouvoir, le RDPC, elle revenait du quartier administratif réputé sécurisé de Upstation, où une projection était organisée pour le documentaire Paul Biya, un grand homme au destin prodigieux. Selon des témoins, vers 17h30 heure locale, Frida Joko a été amenée de force par des hommes armés non identifiés. Aucun groupe n'a revendiqué son assassinat. Le préfet du département de la Mésame, Simon-Émile Mo, dénonce les dérives barbares des terroristes armés. La formule employée par les autorités pour qualifier les groupes séparatistes anglophones actifs dans la région. Une figure de la société civile locale, Fonso, déplore ce nouvel acte sanglant. Rien ne justifie qu'on tue pour une différence d'opinion. Nous devons tous redéfinir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Le coordonnateur de l'ONG Coming Sud, Community Initiative for Sustainable Development, appelle une nouvelle fois les groupes radicaux et le gouvernement à revoir leur approche d'une situation de crise violente qui dure depuis bientôt 8 ans dans les régions anglophones du Cameroun. La Corée du Nord a envoyé environ 10 000 soldats pour s'entraîner en Russie, a affirmé lundi 28 octobre le Pentagone, une estimation 3 fois plus importante que la précédente, au moment où l'OTAN et l'UE s'inquiètent d'une dangereuse escalade. Moscou et Pyongyang ont renforcé leur coopération militaire depuis le début de l'invasion russe en Ukraine en janvier 2022, mais l'implication des troupes nord-coréennes dans les combats marque une étape de taille. Nous pensons que la République démocratique populaire de Corée a envoyé environ 10 000 soldats pour s'entraîner dans l'est de la Russie, ce qui aura probablement pour conséquence un renforcement des forces russes près de l'Ukraine dans les prochaines semaines, a déclaré la porte-parole adjointe du Pentagone, Sabrina Singh, employant le nom officiel de la Corée du Nord. Une partie de ces troupes s'est déjà rapprochée de l'Ukraine, a-t-elle ajouté.
Le président sud-coréen a réagi aux estimations du Pentagone dénonçant mardi une coopération militaire illégale entre la Russie et la Corée du Nord qui représente une menace importante pour la sécurité mondiale. Des généraux nord-coréens pourraient aussi se rendre sur le front ukrainien, a affirmé mardi un député du Sud, citant les renseignements sud-coréens. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit s'attendre sur la foi de ses services de renseignement à ce que les troupes nord-coréennes déployées en Russie soient bientôt 12 000, craignant de les voir ensuite sur le champ de bataille en Ukraine. Le président américain Joe Biden a lui qualifié ces déploiements de très dangereux. Les États-Unis en ont d'ailleurs fait part à Pékin, disant que la Chine devrait s'inquiéter de l'action déstabilisatrice des deux de ses voisins, la Russie et la Corée du Nord, selon le porte-parole du département d'État, Matthew Miller. Mesdames et messieurs, c'est ainsi que s'achève l'édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme à tous.